Chapitre 32. Livre-nous ton passager. Aide-moi, Richard, grommela Jack. Je refuse de bouger le bureau, Jack, annonna Richard d'une voix puérile. Les cernes sombres sous ses yeux étaient à présent encore plus prononcées qu'ils ne l'avaient été dans le salon. Ce n'est pas sa place. Dehors, sur le campus, un nouveau hurlement fusa dans les airs. Le lit se trouvait contre la porte. La chambre de Richard était désormais entièrement bouleversée. Planté au milieu, Richard regarda autour de lui en battant des paupières. Enfin, il alla à son lit et en arracha les couvertures. Sans un mot, il en tendit une à Jack, puis prit la sienne et l'étendit sur le sol. Il sortit sa monnaie et son portefeuille de ses poches et les posa en ordre sur le bureau. Après quoi il se coucha au centre de sa couverture, replia les bords sur lui et resta couché là par terre, ses lunettes encore sur le nez, sa figure l'image muette du désespoir. Le silence ambiant était pesant et irréel, rompu seulement par les vrombissements lointains des poids lourds sur l'autoroute. À l'intérieur même de Nelson House, il régnait un silence anormal. « Je ne veux pas parler de ce qui rôde dehors, » annonça Richard. « Je veux que ce soit clair. »« Ok, Richard, » l'apaisa Jack. « Nous n'en parlerons pas. »« Bonne nuit, Jack. »« Bonne nuit, Richard. » Richard lui fit un petit sourire triste et terriblement las. Pourtant, il s'y lisait assez de tendre amitié pour réchauffer le cœur de Jack et le lui crever à la fois. « Je suis quand même content que tu sois venu, » reprit Richard. « Nous parlerons de tout ça demain matin. Je suis sûr qu'on comprendra mieux alors. Cette petite fièvre dont je souffre aura disparu. » Richard roula sur son flanc droit et ferma les yeux. 5 minutes plus tard, malgré le sol dur, il dormait profondément. Jack resta assis un bon moment à scruter l'obscurité. Tantôt, il apercevait les lumières des autos défilant sur Springfield Avenue, tantôt, les phares et même les réverbères semblaient s'effacer, comme si le collège tout entier continuait à déraper hors de la réalité et restait provisoirement suspendu dans quelques limbes avant de se remettre en place. Le vent se leva. Jack entendait crépiter les dernières feuilles gelées sur les arbres du campus. Les branches se cognaient entre elles comme des osselets, tandis qu'un mugissement glacial résonnait dans les passages entre les bâtiments. « Le type s'approche !» chuchota Jack, tendu. Il était environ 1h du matin. « Le double d'Etheridge !»« Qui ça ?»« Ne t'occupe pas, » répondit Jack. « Rendors-toi. Tu refuses de voir la réalité en face. » Mais Richard se dressa sur son séant. Avant de repérer la silhouette contrefaite et tassée qui s'avançait vers Nelson House, son regard parcourut tout le campus. Richard parut terriblement choqué, profondément effrayé. Le lierre sur Monkston Fieldhouse, qui, le matin même, quoique éthique, gardait encore un peu de vert, arborait désormais un vilain jaune sale. « Sloth, livre-nous ton passager !» Soudain, Richard ne souhaita qu'une seule chose, se rendormir, jusqu'à ce que sa grippe fût complètement guérie. Car il s'était réveillé en décidant que ce devait être la grippe, pas un simple chaud et froid, ni une poussée de fièvre, mais une bonne grippe. L'état grippal, voilà ce qui lui provoquait des hallucinations aussi tortueuses, affreuses. Il n'aurait jamais dû rester planté devant cette fenêtre ouverte, ni d'ailleurs permettre à Jack de passer par la fenêtre de sa chambre. À cette pensée, Richard éprouva une honte immédiate et profonde. Jack jeta un regard en biais à Richard, mais sa figure livide et ses yeux gonflés lui suggérèrent que le malheureux s'enfonçait de plus en plus dans le pays magique de la surcharge. La créature dehors était trapue. Elle progressait sur l'herbe blanche de givre, pareille à un troll qui émergerait de sous un pont, ses pattes griffues atteignant presque les genoux. Elle portait un duffel-coat de l'armée, avec Etheridge marqué au pochoir sur la poche gauche. Le manteau pendait, débraillé. Dessous, Jack distinguait une chemise Pendleton déchirée et froissée. Une tache sombre, qui pouvait être du sang ou du vomi, en maculait tout un côté. La cravate chiffonnée était en reps bleu avec des E majuscules brodés en doré par-dessus.
2 ou 3 chardons y étaient accrochés, comme autant de grotesques épingles de cravate. Seule fonctionnait une moitié de la figure de ce nouvel Etheridge. Il y avait de la terre dans ses cheveux et des feuilles sur ses habits. Sloth, livre-nous ton passager. Jack contemplait le double monstrueux d'Etheridge, hypnotisé par ses yeux qui vibraient littéralement dans leurs orbites, tels des diapasons sur leur support. Il dut faire un effort pour détourner le regard. « Richard !» grogna-t-il. « Ne regarde pas ses yeux !» Richard ne répondit pas. Pâle, comme obnubilé par une drogue, il fixait la caricature ricanante de The Ridge. Épouvanté, Jack donna un coup d'épaule à son ami. « Oh !» cria Richard, saisissant brusquement la main de Jack. Il la pressa contre son front. « Tu me trouves pas chaud ?» lui demanda-t-il. Jack lâcha le front de Richard, lequel était un peu moite, mais guère plus. « Brûlant !» mentit-il. « Je le savais !» s'exclama Richard avec un vif soulagement. « Il faut que j'aille bientôt à l'infirmerie. Je crois que j'ai besoin d'un antibiotique. »« Livre-le-nous, Sloth !»« Poussons le bureau contre la fenêtre, » proposa Jack. Tu ne cours aucun danger, Sloth !» brailla Etheridge. Il grimaça un sourire rassurant. En fait, uniquement la moitié droite de son visage souriait. La gauche continuait à béer de façon macabre. « Comment peut-il ressembler autant à Etheridge ?» s'enquit Richard avec un calme anormal, désarmant. « Comment sa voix peut-elle nous parvenir si distinctement malgré la vitre ? Qu'est-il arrivé à sa figure ?» Sa voix vibra un peu et retrouva ses accents désespérés lorsqu'il posa sa dernière question, celle qui, sur le moment, semblait être la plus vitale, du moins aux yeux de Richard Sloth. « Où s'est-il procuré la cravate d'Etheridge, Jack ?»« Je ne sais pas, » dit Jack. « À tous les coups, nous repartons pour Seabrook Island, Richie, et je crois que nous allons danser le boogie jusqu'à ce que tu en gerbes. »« Livre-le-nous, Sloth, ou nous allons venir le chercher. » La créature exhiba son unique croc en un féroce rictus de cannibale. « Renvoie-nous ton passager, Sloth. Il est mort, il est mort. Et si tu ne t'en débarrasses pas bientôt, tu le sentiras quand il commencera à puer. »« Aide-moi à déplacer ce foutu bureau, siffla Jack. Oui, articula Richard. Oui, d'accord. Nous allons déplacer le bureau, et puis je m'allongerai. Et plus tard, j'irai peut-être faire un tour à l'infirmerie. Qu'en penses-tu, Jack ? Qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce un bon plan ? Toute sa frimousse mendiait l'approbation de Jack. On verra, temporisa celui-ci. D'abord, le plus urgent, le bureau. Ils peuvent jeter des pierres. Peu après, Richard se mit à gémir et à s'agiter dans son sommeil, car il s'était rendormi. C'était assez pénible. Puis les larmes se mirent à sourdre du coin de ses yeux, et cela devint intolérable. « Je ne peux pas l'abandonner !» gémissait Richard avec la voix naïve et pleurnicharde d'un enfant de 5 ans. Jack le surveillait avec des frissons dans le dos. « Je ne peux pas l'abandonner. Je veux mon papa. S'il vous plaît, dites-moi, où est mon papa ? Il est entré dans le placard, mais le placard est vide. Je veux mon papa. Il me dira ce que je dois faire. S'il vous plaît. » Une pierre vint fracasser le carreau. Jack poussa un hurlement. Le projectile rebondit sur l'envers du bureau qui bloquait la fenêtre. Quelques éclats de verre voltigèrent par les interstices à gauche et à droite du meuble et se pulvérisèrent au contact du sol. « Livre-nous ton passager, Sloth. »« Je ne peux pas, » gémit Richard en se tortillant sous sa couverture. « Livre-le-nous » vociféra dehors une autre voix, stridente, hilare. « Nous le ramènerons à Seabrook Island, Richard, là où est sa place. » Encore un caillou. Instinctivement, Jack s'aplatit, bien que cette pierre rebondisse aussi contre le bureau. Des chiens hurlaient, jappaient et grondaient. « Pas à Seabrook Island » marmonna Richard dans son sommeil. « Où est mon papa ?
Je veux qu'il sorte du placard. Je vous en prie. Je vous en prie. Pas d'histoire à la Seabrook Island, je vous en prie. » Alors Jack se mit à genoux et secoua Richard comme un prunier, en lui disant de se réveiller. Ce n'était qu'un rêve. « Réveille-toi pour l'amour du ciel. Réveille-toi. »« Je vous en prie. Je vous prie. Je vous en prie. » Un cœur rauque, inhumain, monta d'en bas. Les voix ressemblaient aux cœurs des animaux dans l'île du docteur Moreau, d'H.G. Wells. « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi » entonna une seconde chorale. Des chiens hurlaient à la mort. Une rafale de pierres s'abattit sur la fenêtre, brisant davantage de verre et martelant l'envers du bureau qui branla sur ses bases. « Papa est dans le placard !» hurla Richard. « Papa, sors, s'il te plaît. Sors, j'ai peur. » « Je vous prie, je vous prie, je vous prie. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. » Les mains de Richard battaient l'air. Nouvelle volée de pierres qui bombarda le bureau. Bientôt il se présenterait à la fenêtre, un caillou assez gros pour crever le meuble bon marché, ou simplement le faire culbuter, se dit Jack. Dehors ils s'esclaffaient et braillaient et chantaient, avec leur hideuse voix de troll. Des chiens, une meute à présent, hurlaient et grondaient à qui mieux. « Papa !» cria Richard d'une voix aiguë à donner la chair de poule. Jack le gifla. Les yeux de Richard s'ouvrirent. Un long moment, il fixa Jack d'un terrible regard sans le reconnaître, comme si son rêve avait altéré sa raison en se dissipant. Enfin, il aspira une bouffée longue et tremblante, puis poussa un soupir. « Un cauchemar, » énonça-t-il. « À cause de la fièvre, je suppose. Horrible. Mais je ne me souviens pas exactement de ce que c'était, » ajouta-t-il vivement, comme si Jack allait le lui demander. « Richard, je veux que nous quittions cette pièce, » déclara ce dernier. « Quitter cette... » Richard regarda Jack comme s'il était devenu fou. « Je ne peux pas, Jack. J'ai une fièvre de... au moins 38, peut-être 39. Je ne peux pas. »« Au pire, tu as quelques dixièmes en trop, Richard, » objecta calmement Jack. « Probablement même pas. »« Je suis brûlant, » protesta Richard. « Ils nous jettent des pierres, Richard. »« Les hallucinations ne peuvent pas jeter de pierres, Jack, » affirma Richard, comme s'il expliquait un simple fait mais vital à un handicapé mental. « Ce sont des histoires à la Seabrook Island. C'est... »« Livre-nous ton passager, Sloth !»« Viens, Richard !» intima Jack en forçant l'autre gamin à se lever. Il le traîna jusqu'à la porte et dans le couloir. Jack se sentait alors vraiment désolé pour Richard. Peut-être pas autant que pour Wolfe, mais il en prenait le chemin. « Non, malade, fièvre, je ne peux pas. » Davantage de cailloux martelèrent le bureau derrière eux. Richard se cramponna à Jack en hurlant, comme un gosse qui se noie. Gloussement de rire hystérique à l'extérieur. Des chiens aboyaient en se battant entre eux. Jack vit la bouille blanche de Richard blêmir encore davantage. Il le vit chanceler et se précipita, mais pas à temps pour le rattraper, avant qu'il ne s'effondre devant la porte de ruelle Gardner. Ce n'était qu'une petite syncope, et Richard revint à lui assez vite quand Jack le pinça aux endroits sensibles entre le pouce et l'index. Il ne parlerait pas de ce qui se passait dehors. En fait, il feindrait de ne pas savoir de quoi parlait Jack. À pas prudents, ils avançaient dans le couloir en direction de l'escalier. Arrivés au foyer, Jack pointa sa tête à l'intérieur. « Richard, regarde ça !» siffla-t-il. À contre-cœur, Richard jeta un coup d'œil. Le foyer était dévasté. Les chaises cues par-dessus tête, les coussins du canapé avaient été éventrés. Le portrait à l'huile d'Elder Taylor sur le mur du fond défiguré. On avait dessiné une paire de cornes démoniaques sur ses cheveux blancs bien coiffés. Un autre lui avait rajouté une moustache sous le nez, et un troisième s'était servi d'une lime à ongles ou d'un instrument analogue pour graver un grossier phallus à l'emplacement de l'entrejambe. Le verre de la vitrine était brisé. Jack n'aimait pas beaucoup l'air horrifié, incrédule et comateux qui se peignit sur les traits de Richard. D'une certaine manière, de fantastiques et rutilants bataillons d'elfes dans les couloirs ou des dragons arpentant le campus auraient été pour lui plus faciles à accepter que cette constante érosion de Tailleur College
qu'il avait appris à connaître et à aimer. Ce collège que Richard croyait naïvement être bon et noble, un rempart incontesté contre ce monde où l'on ne pouvait compter sur rien, pas même, pensa Jack, sur le fait que les pères doivent ressortir des placards où ils sont entrés. « Qui a fait ça ?» demanda Richard outré. « Les monstres, se répondit-il lui-même. Voilà les coupables. Il consulta Jack du regard, le visage assombri par un orage de soupçons. C'est peut-être les Colombiens, lança-t-il soudain. C'est peut-être les Colombiens, un nouvel épisode de la lutte pour le monopole de la drogue. Y as-tu pensé, Jack ? Jack dut réprimer une folle envie de hurler de rire. Voilà sans doute une explication que seul Richard Sloat pouvait imaginer. C'était la faute aux Colombiens. Les bagarres rangées pour la cocaïne étaient arrivées jusqu'au Thayer College de Springfield, Illinois. Élémentaire, mon cher Watson. Il y a 7 chances et demie sur 100 pour que ce problème comporte une solution. Je pense que tout est possible, commenta Jack. Allons jeter un œil à l'étage. Mais pourquoi faire, bon sang ? Eh bien, peut-être trouverons-nous quelqu'un, dit Jack, sans vraiment y croire. Mais il fallait bien quelque chose. Peut-être que quelqu'un se cache là-haut, un être normal comme nous. Richard examina Jack, puis le foyer en pagaille. L'air de souffrance hagard réapparut sur sa figure. Cet air qui disait « Je ne tiens vraiment pas à regarder ça, mais pour une raison obscure, on dirait que c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est une pulsion perverse, comme de mordre dans du citron, faire crisser ses ongles sur le tableau noir, ou de gratter la faïence de l'évier avec les dents d'une fourchette. La drogue sévit dans ce pays, déclara Richard avec un ton incroyablement pontifiant. J'ai lu un article sur la prolifération des drogues dans la Nouvelle République, juste la semaine dernière. Jack, tous ces gens dehors doivent être défoncés. Déjantés, Viens, Richard, l'interrompit Jack calmement. Je ne suis pas sûr de pouvoir monter l'escalier, protesta Richard grognon. J'ai peut-être trop de fièvre pour grimper l'escalier. Essaye toujours, conclut Jack en continuant à l'entraîner dans la bonne direction. Au moment où ils atteignaient le palier du premier étage, le son reflua dans le silence étal, presque menaçant, qui régnait sur Nelson House. Dehors, les chiens grognaient et aboyaient. On aurait dit à présent qu'ils se comptaient non plus par dizaines ni vingtaines, mais par centaines. Les cloches de la chapelle se mirent à sonner à toute volée. Les cloches rendaient complètement dingues les bâtards qui vadrouillaient sur le campus. Les bêtes s'en prenaient les unes aux autres, roulaient sur l'herbe, qui paraissait de plus en plus piétinée, sale et négligée, et mordaient toutes les choses à leur portée. Sous les yeux de Jack, l'une d'entre elles s'attaqua à un orme. Une autre sauta sur la statue d'Elder Thayer. Lorsque, tout croc dehors, sa gueule se referma sur le bronze massif, le sang fusa, gicla. Jack se détourna, pris de nausée. « Viens, Richard, répéta-t-il. Ce dernier finit par obtempérer. Le premier étage présentait un foutoir inouï de meubles renversés, fenêtres brisées, rembourrages, disques avec lesquels on avait apparemment joué au frisbee, vêtements épars dans tous les coins. Envahi de vapeur, le deuxième étage était aussi chaud et humide qu'une forêt tropicale après la pluie. Quand ils arrivèrent devant la porte marquée « douche », la température avoisinait celle d'un sauna. La buée qu'ils avaient d'abord vue ramper en mince spirale dans l'escalier s'était transformée en un brouillard opaque. « Reste ici, intima Jack. Attends-moi. »« D'accord, Jack, » acquiesça sereinement Richard, forçant sa voix juste assez pour couvrir le tambourinage des douches. Ses lunettes étaient embuées, mais il n'eut pas le geste de les essuyer. Jack poussa la porte et entra. La chaleur était moite et pesante. Ses vêtements dégoulinèrent immédiatement de sueur à cause de la torride d'humidité ambiante. La pièce carrelait grondait sous le martèlement de l'eau. Les 20 douches marchaient et tous les gicleurs étaient dirigés sur une pile d'affaires de sport au milieu du carrelage. L'eau arrivait bien à traverser ce tas insensé, mais lentement, et les lieux étaient inondés. Jack ôta ses chaussures et fit le tour en se glissant sous les douches pour rester sec le plus possible et éviter de se faire ébouillanter. Celui qui avait ouvert les robinets n'aimait apparemment pas l'eau froide. Il les ferma tous, un par un. Il n'avait aucune raison de faire cela, aucune raison valable, et il se reprocha de perdre ainsi son temps, alors qu'il aurait dû réfléchir aux moyens de sortir d'ici, de Nelson House et du campus de Thayer, avant que ne tombe le couperet. Aucune raison, sauf que Richard n'était peut-être pas le seul à avoir besoin de créer l'ordre à partir du chaos. Créer l'ordre et le perpétuer.
Il regagna le couloir, mais Richard avait disparu. Richard ? Il sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. Pas de réponse. Richard ! Une odeur d'eau de Cologne flottait dans l'air, au relent délétère. Richard, où diable t'es-tu fourré ? Richard posa la main sur l'épaule de Jack qui hurla. Je ne comprends pas pourquoi tu as crié comme ça, dit Richard après coup. Ce n'était que moi. Je me sens nerveux, répliqua Jack faiblement. Ils étaient assis au 2e étage, dans la chambre d'un garçon au nom étrangement harmonieux d'Albert Imbert. Richard lui expliqua qu'Albert Imbert, qui avait pour surnom Albert le Pâté, était le pensionnaire le plus obèse du collège, et Jack le crut sans peine. Sa chambre recelait une étonnante variété de friandises. C'était le repère d'un gosse dont le cauchemar ne consistait pas à se faire évincer de l'équipe de basket ou à rater une interro de trigo, mais plutôt à se réveiller en pleine nuit sans pouvoir trouver un ring-ding ou son pot de beurre de cacahuète. Une bonne part de la camelote était éparpillée çà et là. Le bocal en verre contenant la pâte de guimauve était cassé, mais de toute façon Jack n'avait jamais raffolé de guimauve. Il dédaigna aussi les bâtons de réglisse. Albert le Pâté en possédait un carton entier, rangé sur l'étagère supérieure de son placard. Au revers du carton, il y avait écrit « Joyeux anniversaire, chérie, de la part de ta maman qui t'aime ». Certaines mamans qui t'aiment envoient des bâtons de réglisse par carton, et certains papas qui t'aiment commandent des blazers chez Brooks Brothers, pensa tristement Jack. Et s'il y a une différence, seul Jason la connaît. Dans la chambre d'Albert le Pâté, ils trouvèrent suffisamment de nourriture pour se composer un semblant de repas. Slim Jims, rondelles de saucisson, pommes chips. Actuellement, il terminait avec un paquet de chips. Jack avait récupéré le fauteuil d'Albert dans le couloir et s'était installé près de la fenêtre. Richard occupait le lit d'Albert. « Eh ben, tu es vraiment nerveux !» approuva Richard tout en refusant d'un signe de tête lorsque Jack lui offrit le dernier gâteau. « Paranoïaque, en fait. Cela provient des 2 derniers mois que tu as passés sur la route. Tu seras d'aplomb une fois rentré à la maison auprès de ta mère, Jack. »« Richard, » rétorqua Jack en jetant l'emballage vide, « mets ton nez dans le caca. Tu vois pas ce qui se passe dehors sur ton campus ?» Richard s'humecta les lèvres. « Je t'ai déjà expliqué, dit-il. J'ai de la fièvre. Sans doute ne se produit-il rien du tout, ou alors des choses parfaitement normales, que mon esprit déforme ou intensifie. C'est une possibilité. L'autre, c'est... eh bien, des vendeurs de dope. » Richard se pencha sur son lit. « Tu ne t'es pas amusé à prendre des drogues, n'est-ce pas, Jack, pendant que tu faisais la route ?» La vieille lueur incisive, intelligente, s'était soudain ranimée dans les yeux de Richard. « Voilà l'explication, la raison d'être de toute cette folie, » disaient ses yeux. « Jack s'est retrouvé mêlé à une affaire de drogue, et tous ces gens l'ont suivi jusqu'ici. »« Non, » le contra Jack avec lassitude. « J'ai toujours pensé que tu avais les pieds sur terre, Richard. » poursuivit Jack. « Je n'aurais jamais cru te voir, toi, te triturer la cervelle pour déformer les faits. Jack, c'est seulement une hallucination, et tu le sais. Une guerre des gangs à Springfield, Illinois, ironisa Jack. Qui raconte des histoires à la Seabrook Island en ce moment ? Ce fut alors qu'une pierre fracassa la fenêtre d'Albert Imbert, projetant du verre d'un bout à l'autre de la pièce.